Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreuses et nombreux et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce séminaire avec les éditions Talent Haut sur la question de l'édition et de l'inclusion. N'hésitez pas pendant la rencontre, si vous avez des questions, à les mettre dans le QR. Alors, on n'aura pas forcément le temps d'y répondre pendant la rencontre en tant que telle, mais on va vous donner un email et il sera possible de correspondre ensuite avec Charlotte Rigaud des éditions Talent Haut, si toutefois les questions n'avaient pas de place dans ce séminaire. Bonne rencontre à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire des éditions Talent Haut édité avec inclusivité. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà la maison d'édition et nos ouvrages. Et vous savez que nous faisons des livres d'auteurs et d'autrices reconnus ou aux talents en cours de reconnaissance, de jeunes talents. La particularité de notre maison tient aussi à sa volonté de bousculer les idées reçues et d'éditer des livres qui montrent à voir la diversité du monde. Pour cela, nous nous posons de nombreuses questions, enfin, surtout les éditrices, et cela passe évidemment par les personnages principaux, mais pas seulement, par de nombreuses questions qui arrivent au quotidien et au cours du travail des ouvrages avec les auteurs et autrices. Nous allons voir quelques-unes de ces questions en faisant un petit parcours des derniers titres parus au cours de l'année. Et nous allons voir ça avec deux éditrices qui sont présentes aujourd'hui. Justine Arré, qui est donc l'éditrice de tout ce qui est roman, et Élise Courtois, qui est donc l'éditrice des livres illustrés. Nous allons commencer tout d'abord avec Élise, qui va nous parler de la collection Badaboum, la dernière née des collections de la maison d'édition. Et Élise, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'histoire de cette collection, comment elle est née, et surtout pourquoi il était important de faire des livres sans clichés pour les moins de 3 ans. Élise, ton micro. Bonjour à toutes et à tous, avec plaisir. Alors, chez Talent Haut, on considère qu'aucun livre n'est neutre, que chacun d'entre eux est porteur d'une vision du monde et que cette vision du monde, c'est notre responsabilité en tant qu'éditeur ou qu'éditrice de l'interroger, de la questionner avec les artistes avec qui on fait les livres. Donc, éditer des livres avec inclusivité, c'est avant tout faire de bons et beaux livres, comme dans toutes les autres maisons d'édition, mais avec, je dirais, une exigence de plus, qui est celle de varier, notamment les représentations des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Bousculer les horizons d'attente d'un lectorat, d'un public, ces idées reçues, c'est bien ça qui fait une littérature profonde, résistante. Et ça, je dirais, toutes les tranches d'âge y ont le droit, même les toutes petites et les toutes petites. Talent Haut a créé en 2021 une collection qui s'appelle Badaboum, par terre les clichés, et qui se destine aux tout petits, aux moins de 3 ans, avec la volonté, sans se priver des thèmes classiques de la petite enfance, les jouets, les animaux, l'imagination ou la musique, mais avec une représentation renouvelée du monde et des familles sans stéréotypes. Alors, je vous propose d'entrer avec moi dans les coulisses de Talent Haut et de revenir avec vous sur la naissance de cette collection et comment on édite les livres au sein de cette collection. Alors, nous sommes en octobre 2019 et comme beaucoup de collections chez Talent Haut, puisque Talent Haut ne pratique pas du tout le travail de commande, c'est vraiment le travail des auteurs, leur œuvre qui est au cœur de la création pour nous.
Eh bien, comme beaucoup de collections chez Talent Haut, Badaboom se crée à la faveur d'un texte. C'est un texte d'Anne-Lise Heurtier qui s'appelle alors « À quoi tu joues » et qui deviendra Ma poupée dans la collection Badaboom. Et nous sommes toutes en réunion manuscrit pour évoquer ce texte et nous sommes toutes convaincues d'une part par son épure toute enfantine, par sa grande intelligence et par le fait qu'il évoque avec subtilité à la fois la question des stéréotypes dans les jouets et à travers elle, celle des parentalités modernes et plus particulièrement de la paternité, puisqu'il met en scène un petit garçon qui joue à la poupée et qui apprend donc à jouer au papa et pas forcément à la maman. Alors, on est en octobre 2019, il n'existe pas encore chez Talent Haut à ce moment-là de collection de livres tout carton. Donc s'opèrent, je dirais, 2 chantiers pour l'équipe de Talent Haut. Le premier, c'est celui d'une analyse du marché de la toute petite enfance et on découvre très vite qu'il est extrêmement riche, très éclectique, mais encore extrêmement empreint de stéréotypes, presque plus paradoxalement que les albums pour les 3-7 ans, comme si ces livres passaient un petit peu sous les radars au prétexte sans doute du très jeune âge du lectorat. On entend peut-être des fois les images sont neutres, de toute façon ils sont trop petits ou trop petites. Donc, du coup, on a trouvé beaucoup de familles dans ces livres blanches, hétéronormées, un papa, une maman, et puis le plus souvent le petit frère, le grand frère et la petite sœur, donc le choix du roi. Beaucoup de livres sur les véhicules, mais presque exclusivement conduits par des hommes, ou un apprentissage des couleurs qui se faisait des fois un petit peu à l'ancienne, rose comme les joues de maman, par exemple. Le deuxième chantier qu'on a lancé, c'est celui de la fabrication. Beaucoup de ces livres sont fabriqués en Asie, ce qu'on ne souhaitait pas faire chez Talent Haut. Donc, on a lancé un défi à notre fabricante Isabelle Godon, qui l'a relevé avec brio, puisque tous les livres de la collection Badaboom désormais sont imprimés en Europe, en Italie ou en Espagne, c'est-à-dire à portée de train pour Isabelle, qui peut régulièrement aller vérifier sur place que l'impression est qualitative d'une part, et éthique d'autre part. Alors, forte de ces deux chantiers, donc l'analyse du marché d'une part et une fabrication qui nous convainc tout à fait d'autre part, eh bien, on lance avec le texte d'Anne-Lise la collection Badaboom et aussitôt la communication autour de cette collection entamée, eh bien, beaucoup d'auteurs et d'autrices, d'illustrateurs et d'illustratrices viennent vers nous avec une forte envie voilà, de créer pour cette collection. Il y avait sans doute une vraie envie, un vrai manque dans la réflexion sur les stéréotypes pour cette tranche d'âge. Et en 2 ans, la collection s'est enrichie de 12 titres sur des thèmes aussi variés que le consentement, la musique, les véhicules, les peurs du soir ou du noir, les jeux ou les animaux et les animales. Alors, comment on fonctionne dans l'édition de cette collection? Eh bien, a posteriori, on peut établir 3 modalités de déconstruction des stéréotypes. La première, ce sont ce que j'appellerais les livres pieds de nez, qui prennent le contre-stéréotype, le contre-pied des stéréotypes avec astuce, souvent avec humour, pour éveiller l'esprit critique du jeune lectorat et aussi, et peut-être surtout, j'ai envie de dire, de celui des parents. Donc, dans ces livres pieds de nez, eh bien, on retrouve Ma poupée d'Anne-Lise Heurtier, illustrée par Maureen Poignonnec, Papa Théou qui s'amuse de ces livres promenades où les petits sont constamment en recherche de leur maman et jamais de leur papa, Coco qui se moque un petit peu de la figure des petites filles modèles, ou bien Mon carrosse qui met en scène une princesse clé à molette et pot de peinture à la main qui opère un délicieux relooking de carrosse pour qu'il devienne beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est aussi un petit pied de nez à la fois à la figure de la princesse en robe rose et puis à tous ces livres sur les véhicules où on ne voit jamais de princesse ou de femme ou de fille au volant. La deuxième modalité de déconstruction, eh bien, ce sont ces livres qui questionnent, qui posent des questions, qui interrogent, sans donner pour autant de réponses toutes faites ou moralisantes. Parmi ces livres, Chat, qui interroge la notion de consentement à travers le rapport d'un enfant à son animal, Rock'n'Roll de Julien Castagnier, qui se demande pourquoi on autorise si rarement les petites filles à faire du bruit dans les livres. Peut-être que ça explique pourquoi ensuite elles sont si peu nombreuses
chose dans les groupes de rock plus tard, ou Les Animaux de Fredel, qui se demande pourquoi dans le livre d'enfance, les espèces animales sont presque systématiquement représentées par le mâle, comme s'il était le neutre universel. Vous trouvez souvent un chat, un chien, un loup ou un ours, plus rarement une louve, encore moins une oiselle, par exemple, à la place de l'oiseau. Voilà donc un imagier qui fait la part belle aux femelles et qui à nouveau pose des questions sur le langage dans le livre. Et la troisième modalité de déconstruction des stéréotypes, eh bien, dans la collection Badaboum, c'est la banalisation. Quand le contre-stéréotype n'est plus le sujet du livre, mais apparaît soit en sous-texte, soit dans un travail qu'on a opéré avec les artistes dans l'illustration. L'exemple canonique de cette banalisation dans la collection Badaboum, eh bien, c'est l'ouvrage Petit Pas, qui met en valeur sur un texte très élégamment rimé, le contraste entre ce qui nous unit, la marche, tous et toutes bipèdes, et la multitude et la diversité des familles qui sont représentées dans le livre et qui accueillent à chaque fois avec bonheur les premiers pas de leur enfant. Donc là, dans ces 3 doubles pages, vous voyez un petit garçon qui a 2 mamans, en tout cas qui est dans les bras de 2 femmes, donc on peut interpréter que c'est 2 mamans, et un autre qui a une couleur de peau différente de celle de sa mère, qui laisse entendre une diversité dans la famille, peut-être une maman adoptante, sans que le propos soit forcément appuyé. Je finis dans cette collection Badaboum dont nous sommes très fiers chez Talent Haut par un petit teasing, 2 avant-premières internationales apparaître en janvier. Écrasouille de Monsieur Dupont, donc l'histoire d'une petite fille qui détruit des piles de cubes et qui, en les détruisant dans le respect de l'autre, apprend aussi à se construire. C'est aussi comme ça qu'on fera les chefs de chantier et les architectes féminines de demain. Et Chute, bébé d'or, qui parlera à tous les jeunes parents puisqu'il évoque le fameux qu'il tour des réveils nocturnes des petits la nuit, et peut-être que c'est un petit peu le tour de papa, là je crois. Voilà pour Badaboum. Merci beaucoup, Élise. Vous pouvez retrouver 3 des illustrateurs et illustratrices et auteurs et autrices en dédicace sur le salon. Il y aura donc Maureen Poignonnec pour Ma poupée et Petit Pas, qui sera en dédicace vendredi de 16h à 17h30. Il y aura ensuite Séverine Huguet pour Mon Carrosse qui sera en dédicace samedi de 11h à midi. Et enfin, Fred L pour Les Animaux qui sera en dédicace le dimanche de 14h à 16h. Donc, comme vous pouvez le voir, Talent Haut sont des démarches éditoriales fortes et des collections emblématiques. L'une de ces démarches qui nous tient particulièrement à cœur est la valorisation du matrimoine, avec entre autres la collection Les Plumées depuis 2019 et plus récemment avec les fables de Marie de France. Donc, nous allons voir avec Justine en quoi cette valorisation est importante et surtout comment la collection Les Plumées est née et nous parler un peu des fables de Marie de France, bel album illustré par Fredel. Alors, comme l'a brillamment montré Élise, éditer avec inclusivité, c'est se poser pas mal de questions et ça prend des formes diverses. Et en l'occurrence, en 2018, on s'est posé la question notamment de la valorisation des autrices, de la valorisation du matrimoine, de ces autrices qui ont écrit dans les siècles passés et qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Parce que cette question est née justement du constat que autant que nous étions chez Talent Haut et toutes éditrices qui aimons lire et qui avons pour la plupart fait des études de lettres, nous étions tout à fait capables de citer des dizaines de noms d'auteurs de littérature classique, mais nous avions beaucoup plus de mal à dresser une liste de 10 autrices de cette même littérature classique comme ça, sans avoir à faire de recherche. Donc, partant de cette question-là, on a réfléchi, on s'est posé d'autres questions qui nous ont amenés peu à peu à la création de la collection Les Plumées. Donc, Les Plumées, qu'est-ce que c'est? C'est une collection du coup qui existe, comme l'a dit Charlotte, depuis 2019. Donc, les premiers titres ont paru en 2019 et dans laquelle nous avons décidé de rééditer ces autrices pour que les générations futures soient capables, elles, de citer des dizaines de noms d'autrices, ou en tout cas tout au moins autant que les noms d'auteurs, nous espérons. Donc aujourd'hui, on n'a pas rempli encore toutes les listes, mais nous avons commencé ce travail et nous sommes aujourd'hui à une quinzaine d'autrices publiées dans la collection.
Donc, parmi ces autrices, on a des autrices qui ont écrit au XVIIe siècle, d'autres plus proches de nous qui ont écrit au début du XXe siècle, et surtout qui se sont illustrées dans tous les genres. Donc, nous avons remarqué en fait que ces autrices avaient été effacées par l'histoire littéraire qui s'écrivait quasiment exclusivement au masculin, et que cet effacement était d'autant plus injuste qu'elles s'étaient illustrées dans de nombreux genres et qu'elles y avaient été reconnues également. Ces autrices ont reçu de nombreux prix, ont fait partie d'institutions et ont été saluées par la critique. Donc, c'était vraiment une injustice qui a été faite aux femmes de les avoir oubliées et effacées, en un mot, de les avoir plumées en fait, de leur œuvre. Donc, nous avons réhabilité ces autrices-là et puis au fil de nos recherches, du coup, nous en avons rencontré de plus en plus. Et parmi les autrices que nous avons rencontrées, il y a des noms qui vont vous parler, comme celui de Judith Gautier, qui est la fille de Théophile Gautier, celui de Julia Daudet, qui est la femme d'Alphonse Daudet, et puis d'autres que nous ne connaissions pas et que sans doute vous ne connaissiez pas non plus, comme Renée Dunant, par exemple. Et en remontant le fil de ces noms, de ces textes, nous sommes arrivés au XIIe siècle et à une autrice que peut-être vous connaissez, mais qui n'avait peu ou pas été publiée en littérature de jeunesse. Il s'agit de Marie de France, qui est une autrice du XIIe siècle et dont nous avons fait la connaissance il y a peu de temps et dont nous publions les fables, dont vous avez vu la couverture il y a quelques minutes. Donc Marie de France, j'aurais un peu de mal à vous dire beaucoup de choses sur elle, mais par contre, sur sa personnalité, mais par contre, je peux vous parler de ce qu'elle a écrit, puisqu'en fait, Marie de France, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a retrouvé ses manuscrits, et parmi ces manuscrits, il y a eu un recueil de laits, qui sont des récits d'amour, qui sont aujourd'hui publiés pour adultes, également une vie de saint, mais surtout un recueil de fables, pour être exact, de 104 fables qu'elle a publiées, on imagine, autour de 1180. Donc ces fables-là nous sont parvenues parce qu'il y a eu une conservation des manuscrits. On a encore 25 manuscrits qui datent du Moyen-Âge qui sont disponibles aujourd'hui. Et donc nous avons réussi à rencontrer Marie de France grâce à ces manuscrits qui ont été sauvegardés. Donc Marie de France était, on peut le supposer, une femme et a priori, c'est plutôt juste une femme lettrée du Moyen-Âge, donc elle appartenait très certainement à l'aristocratie. Et elle a été une précurseuse, en fait, de son temps, dans plusieurs domaines. Déjà, parce qu'elle écrivait et surtout parce qu'elle signait ses œuvres, ce qui n'était pas du tout quelque chose qui se pratiquait au Moyen-Âge. Ce qu'a su voir Marie de France, c'est aussi que même si elle signait son œuvre, ce n'était pas impossible qu'elle se fasse plagier, puisqu'elle dira dans l'épilogue des fables, donc Marie est nom et suit de France, il se peut qu'un clerc ou deux sous mon ouvrage mette son nom. Donc elle imaginait déjà être plagiée ou en tout cas être volée quand elle signe son œuvre. Donc ça, c'était très nouveau pour l'époque. Et puis, elle est également précurseuse dans le sens où elle va écrire, non pas en latin, mais en anglo-normand, enfin en ancien français. Marie de France, elle vivait à la cour d'Aliénor d'Aquitaine en Angleterre, donc elle pratique un français ancien qui est un mélange donc, de français et d'anglais et de normand, donc l'anglo-normand. Et elle va donc être la première à versifier les fables antique, en fait, en anglo-normand. Et elle ne va pas simplement s'inspirer d'Ésope et des fables qu'on connaît parce que La Fontaine les a aussi versifiées 500 ans plus tard. Elle va également s'inspirer de traditions orales anglaises et également de sources arabes où d'autres fabulistes avaient fait leurs preuves dans le passé. Donc Marie de France va publier des fables assez incroyables, pleines de drôleries, avec aussi une dénonciation de la situation politique médiévale. Elle va beaucoup parler de politique, des puissants, des vassaux, etc., ce qui est aussi assez novateur. Hein. Il y a quelque part déjà l'esprit des Lumières dans les textes de Marie de France. Et ce qui nous a semblé aussi incroyable, c'est que nous ne connaissions pas les fables de Marie de France, qui étaient pourtant tout aussi riches et variées que celles de La Fontaine, qui en a écrit beaucoup plus 500 ans plus tard. Attention, je ne dis pas que La Fontaine a plagié Marie de France, hein, il est fort probable qu'il n'ait pas croisé la route des textes de Marie de France, puisque comme c'était une femme et comme je l'ai dit, son œuvre a été oubliée en fait et tue quelque part. Donc on retrouve des motifs communs entre Marie de France et La Fontaine.
Et nous avons fait le pari donc, de porter à la connaissance du public d'aujourd'hui les fables de Marie de France. Et pour cela, on a choisi un duo de choc pour nous aider. En l'occurrence, Fredel pour les illustrations, qui a illustré les animaux dont Élise parlait juste avant. Donc, qui a su mettre en fait son trait original et pop au service de ses fables et du coup tirer des liens entre l'œuvre médiévale et l'époque contemporaine. Donc on retrouve à la fois un petit côté des enluminures, mais également de Robin des Bois dans l'œuvre de Fredel. Et Christian Demigny qui a assuré la traduction en fait des fables de Marie de France qui, comme je disais, ont été écrites en anglo-normand. Donc Christian Demigny, qui est par ailleurs un auteur jeunesse et un éditeur qui a su rendre la musicalité des fables, comme vous pouvez le voir dans cet extrait. J'ai choisi de vous montrer un petit peu pour l'anecdote le texte de Marie de France en version originale, qui n'est pas tout à fait transparent quand même, et une des versions de travail de Christian Demigny sur ces fables. Et puis, pour vous montrer le travail de Fredel et également vous revenir sur cette idée de motif qu'on retrouve de l'Antiquité avec le grillon et la fourmi qui doit vous rappeler la cigale et la fourmi, où tout à l'heure on a vu la couverture, le corbeau et le renard, donc des fables qui font partie de la tradition ésopienne que nous connaissons bien, et puis d'autres qui nous sont un peu plus inconnues et qui viennent sans doute des autres inspirations de Marie de France, comme l'autour et le rossignol que nous avons ici, ou encore le cerf en son miroir ici. Donc ces fables sont parues en septembre et elles seront bientôt accompagnées d'un dossier pédagogique qui permettra à tous les écoliers, toutes les écolières, tous les collégiens et toutes les collégiennes de pouvoir travailler autour de ces fables et de varier un petit peu nos représentations en proposant autre chose que les fables de La Fontaine qui sont certes très bien, mais peut-être que ça peut être aussi intéressant de s'intéresser à l'œuvre d'une autrice. Voilà pour les fables. Merci Justine. Comme je le disais tout à l'heure, Fred, elle, sera en dédicace le dimanche de 14h à 16h, donc pour les animaux et pour les fables de Marie de France aussi. Après la valorisation du matrimoine, nous allons aborder une autre démarche éditoriale importante pour nous, le soutien aux éditions engagées à travers le monde. C'est comme cela que nous avons la chance d'éditer Brunefeuille, Le Prince Marie et autres contes inclusifs, un magnifique recueil paru tout récemment. Et je vais surtout laisser Élise nous raconter cette histoire éditoriale incroyable. Vous allez voir, c'était assez fou comme... Oui, avec plaisir. Alors, Talent Haut pratique assez peu l'achat de droits et la traduction en général. On a une production de 25 à 30 titres par an et il y a à peu près 2 à 3 livres traduits chaque année. C'est assez peu et on se réjouit d'autant plus du coup quand on fait voyager un livre. Et on en profite quand c'est possible pour tisser des liens ténus avec la maison partenaire à l'international. C'était déjà le cas, par exemple, lorsque Justine et Laurence Faron ont publié En apnée de Meg Crehan, traduit chez Talent Haut par Eileen Moncho, qui s'appelait The Deepest Breast dans sa version originale et qui a été publiée par Little Island, une petite maison d'édition irlandaise qui est également engagée pour la lutte contre les stéréotypes et qui a elle-même de son côté traduit certains albums de Talent Haut. Voilà, donc des échanges de bons procédés assez réjouissants et des liens qui se créent avec des maisons d'édition qui deviennent amies, en fait, hein, d'un pays à l'autre. Alors, l'histoire de Brunefeuille, Le Prince Marie et autres contes inclusifs, c'est également une belle histoire, je dirais un drôle de conte. Il commence en octobre 2020. Laurence Faron, donc la directrice et fondatrice de Talent Haut, nous fait part de sa lecture d'un article dans le journal Le Monde. Et cet article rapporte le fait suivant. Une députée d'extrême droite a détruit publiquement dans une broyeuse plusieurs livres, dont un recueil de contes, celui-ci, au prétexte qu'il ferait la propagande de l'homosexualité auprès du jeune public. Donc c'est un coup de communication, une censure qui est un coup de communication. Et l'article rapporte également un gros soutien du peuple hongrois qui s'est insurgé contre cette censure publique.
et qui a soutenu massivement le livre dans les librairies hongroises, au point que la maison d'édition hongroise du livre s'est trouvée presque dépassée par des chiffres de vente qu'elle n'avait pas du tout anticipés avant cet événement. Donc forcément, cet événement qui a été soutenu par beaucoup d'autres organes de presse en octobre 2020, dont vous avez peut-être entendu parler vous-même, eh bien, nous a interpellés chez Talent Haut, comme tout acte de censure de culture, et on a pris le parti de s'intéresser à ce livre qui est devenu Brunefeuille, le prince se marie et autres contes inclusifs, et on est venu vers la maison d'édition hongroise du livre, qui est en fait une association lesbienne qui soutient, qui se bat pour la reconnaissance des droits LGBT+, en Hongrie et dans le monde. Cette association s'appelle Labritz, elle est assez connue à l'échelle européenne et internationale. Et on commence à échanger avec Labritz qui nous parle du livre, nous décrit un recueil de 17 contes qui se donne pour vocation de redonner voix au chapitre à celles et ceux qu'on entend trop peu dans le livre d'enfance, qu'on voit et qu'on entend trop peu dans le livre d'enfance et dans les contes et mythes classiques en particulier. Donc ce sont 17 réécritures par des auteurs et des autrices hongroises et hongrois contemporains. Forcément, la démarche qu'elle nous décrit a des résonances avec le travail qu'on fait chez Talent Haut. Le livre nous intéresse beaucoup, mais nous attendons toujours une traduction en anglais, puisqu'il n'y a pas encore de lectrices et de lecteurs du hongrois dans l'équipe de Talent Haut. On attend cette traduction fébrilement, et en attendant, eh bien, à nouveau, on tisse des liens forts avec celle qui est à l'origine de l'édition du livre en Hongrie, qui s'appelle Dorothea Redai, donc qui est docteur en études comparatives sur le genre à l'Université d'Europe centrale et qui a été, grâce à son travail sur ce livre en 2021, élue comme l'une des 100 personnalités les plus importantes déterminées chaque année par le Time Magazine. Elle a reçu également le mois dernier le prix de la citoyenneté remis par la Fondation PEV en Belgique. Voilà, donc vous imaginez bien qu'on avait beaucoup de choses à se dire et qu'en attendant les traductions anglaises, on s'est posé avec elle et puis nous aussi en interne la question d'abord du coût de ce livre, parce que c'est un livre qui fait aujourd'hui 192 pages. On est en octobre 2020, la crise du papier s'amorce, etc. Et puis, voilà, de la double prise de risque à la fois commerciale et politique. Alors, nous arrivons à l'été 2021. Les traductions anglaises arrivent, évidemment, on se jette dessus avec impatience. Et je dirais que c'est là, en fait, que la magie opère réellement. Là, on n'a vraiment plus de doute sur notre envie de publier ce livre. D'abord, les textes sont très qualitatifs, variés, et ils donnent aussi à voir quelque chose qui nous apparaît encore plus à la lecture des textes et qui rejoint d'ailleurs les réflexions dont vous a parlé Justine précédemment sur la question du patrimoine et du matrimoine littéraire. Ce livre, il veut vraiment rendre au lectorat, au peuple, une matière littéraire qui en fait lui appartient. Il n'y a rien de sacré dans les mythes ovidiens ou les contes de Perrault. Il faut même s'interroger sur leur postérité toute masculine et puis bien se dire aussi qu'ils sont également, eux, le fruit d'un contexte socio-culturel qu'il faut interroger et qu'il n'est pas du tout interdit de renouveler. Donc, on a le droit de jouer avec ces contes, de les interroger, de les renouveler, de les réinterpréter. Et ça, c'est vraiment le message que fait passer le livre et un message qui est très contagieux parce que le talent et la réflexion des auteurs est vraiment, nous apparaît vraiment à la lecture de ces contes. Donc parmi, voilà un exemple, la couverture hongroise et la couverture française. Donc parmi ces 17 contes, je vous donne 4 exemples qui vous donneront un petit peu une idée de son propos. Là, c'est une réécriture de Poussette, le conte d'Andersen, donc avec un personnage principal racisé. Poussette est désormais noire. Là, un conte qui met en scène le mariage entre deux princes. Les bois du petit Fan qui raconte l'histoire d'un sujet né féminin et qui veut des bois et donc qui deviendra Fan, donc qui évoque la transidentité. Ou bien Margaret et la tueuse de géants, c'est un de mes préférés, une héroïne qui ne projette pas du tout de devenir princesse ou de mettre des belles robes, mais de devenir, elle, une vraie
héroïne de conte avec épée à la main, une tueuse de dragons qui combattra également les géants. Celui-ci est intéressant parce que c'est aussi une mise en abîme de l'acte de compter à travers le personnage de Simon le conteur qui l'accompagne. Donc il en reste eh bien, 13 autres en librairie qui sont disponibles depuis le 20 octobre. Vous redire pour conclure à quel point on est fiers d'avoir publié ce livre et d'être la maison d'édition française. Le livre a été traduit simultanément en plus de 10 langues dans l'Europe entière. Il y a eu un véritable soutien de l'édition européenne à la démarche éditoriale hongroise, qui est bien sûr due à cette censure publique dont elle a été victime. Voilà, donc on est très heureuse et très fiers, et c'est vraiment un projet particulier pour nous. Merci Élise. Donc pour mettre en avant Brunefeuille lors du salon, nous avons organisé avec le SLPJ une magnifique lecture de Brunefeuille, Le Prince se marie et autres contes inclusifs, le mercredi à 14h par Mandarine Delot, la femme à barbe. Donc après l'universalité des contes, nous passons dans un autre registre, plutôt tout aussi important, mais les récits de l'intime, avec la collection Ego, qui fête aujourd'hui ses 10 ans, cette année, pardon. Et Ego, ce sont des auteurs et des autrices souvent très connus, comme Joe Vitek par exemple, qui abordent avec subtilité des textes parfois, des sujets parfois délicats. Justine, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette collection et nous raconter un peu son histoire, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Donc Ego, comme le disait Charlotte, fête ses 10 ans, mais presque jour pour jour, puisque je pense que les premiers livres sont sortis en septembre 2012. Donc bon, à 2 petits mois près, on peut dire que c'est vraiment son anniversaire aujourd'hui. Et pour vous parler un petit peu de son histoire, j'ai envie de commencer tout simplement par le premier texte qu'on a publié dans la collection, qui est un roman de Joe Vitek. Donc, Joe Vitek, comme le disait Charlotte, c'est une autrice reconnue notamment pour ses textes pour adolescents et adolescentes. Elle a eu un gros succès critique et public. On peut citer sa présence notamment dans les sélections du prix Vendredi ces dernières années avec des romans très différents, mais à chaque fois très justes. Et comme pour Badaboom, comme le disait Élise, les collections naissent souvent à partir de l'envoi d'un texte. Et pour Ego, il s'est passé la même chose que pour Badaboom, c'est-à-dire que nous n'avons pas sollicité des auteurs ou des autrices pour créer une collection pour adolescents et adolescentes, mais nous avons reçu des textes, et parmi les premiers que nous avons reçu un texte qui s'appelait Plein écran à l'époque, et qui était même un texte de nouvelle de Joe Vitek, qui nous a semblé très intéressant, très juste, et qui cochait un petit peu toutes les cases de ce qu'on voulait faire en termes de collection pour adolescents et adolescentes quand on y a réfléchi. Donc, c'est un texte qui est très symbolique du coup de la collection, et les lecteurs et les lectrices ne s'y sont pas trompés, puisque ça fait 10 ans qu'il est apparu et il est toujours présent dans les étals sur les étals des librairies, dans les bibliothèques, dans les centres de documentation, et vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui est assez incroyable. Et dans ce texte-là, en fait, on trouve plusieurs choses constitutives de la collection. La première, c'est que c'est un roman court. On avait envie, nous, de s'adresser aux lecteurs et aux lectrices qui lisent peu ou qui ont peur un petit peu de la littérature, qui ont sacralisé le livre et qui n'osent pas s'en approcher. Donc, on avait la volonté de leur proposer des livres assez courts dans un format poche qui permettent un petit peu d'aller plus facilement vers eux. Donc, mauvaise connexion, dans ce cas, coche toutes les cases, puisqu'il fait 96 pages. C'est un texte aussi qui est écrit à la première personne. Alors ça, c'était très important, puisque le jeu va permettre l'identification des lecteurs et des lectrices. Ils vont facilement se projeter dans les ouvrages et se reconnaître, ou en tout cas avoir envie de le partager avec quelqu'un qu'ils vont reconnaître à l'intérieur de ce livre. Et autre critère, ça devait parler de l'identité adolescente. C'est une collection qui doit s'adresser aux adolescents et adolescentes sans les prendre pour des idiots, qui doit être au plus près d'eux, qui doit être vraiment en prise avec leurs enjeux. Et c'est ce qu'a réussi à faire Joe Vitek, et puis les auteurs et autrices qui ont rejoint la collection après elle.
Donc, je vais vous parler de quelques autres textes et de quelques autres auteurs et autrices qui ont rejoint cette collection. Donc, on le disait, Talent Haut valorise à la fois des talents qui sont déjà des talents reconnus, mais également de jeunes plumes. On peut parler par exemple de Marie-Laine Fouquet, qui avait déjà publié chez Talent Haut, mais qui a écrit son premier roman adolescent qui a été publié chez Talent Haut avec Corps de fille. Parmi les auteurs et autrices reconnus qui nous ont rejoints dans cette collection, on peut citer Cathy Tack, qui a une œuvre saluée par la critique et par le public et qui a publié Sans armure chez nous en 2020, qui a reçu la mention spéciale du prix Vendredi, et dans lequel elle s'intéresse à la question de l'autisme, mais aussi des relations, enfin de la relation amoureuse. Antoine Doll avec L'instant de la fracture, qui aborde le thème de l'inceste, ou Sandrine Beau qui traite de la pédocriminalité. Donc, c'est des sujets assez durs, assez forts, mais qui sont toujours traités avec distance et justesse et pudeur surtout, qui fait qu'on n'est jamais dans quelque chose de voyeuriste et qui permet de mettre aussi un peu de distance, de ne pas être dans quelque chose de trop violent pour les lecteurs et les lectrices. Et les sujets sont certes importants et durs et prennent beaucoup de place, mais ce qu'il faut aussi valoriser, c'est le talent des auteurs et des autrices qui ont réussi à faire de véritables œuvres littéraires autour de ces sujets-là. Ils et elles ont écrit avant tout des textes importants, de beaux textes qui portent sur des sujets intéressants et forts, mais il faut surtout remettre en avant leur talent de conteur et de conteuse pour les adolescents et adolescentes. Et c'est quelque chose d'assez difficile d'être toujours en lien avec l'adolescent ou l'adolescente qu'on a été et ceux qui sont adolescents et adolescentes aujourd'hui qui ont aussi évolué. Donc voilà, c'est pour faire un petit panorama des 10 dernières années de la collection, mais pour fêter un anniversaire, eh bien, pour mettre à l'honneur la collection, on avait envie d'un petit peu de nouveauté, d'un petit peu de changement et surtout de rester un petit peu dans l'actualité, de montrer que c'était une collection qui était toujours connectée à son public. Et donc, on lui a fait prendre un petit coup de jeune qui a eu lieu surtout sur la maquette de couverture, puisqu'on a fait appel à une illustratrice, elle aussi, assez relativement jeune, pour illustrer les couvertures. Donc la photo nous a semblé un peu dépassée et on avait envie de quelque chose qui était un peu plus dans l'air du temps. Et donc Anne Pommel, qui est une jeune illustratrice moderne et qui sait sentir un petit peu le temps, nous a proposé ces couvertures illustrées qui sont à la fois différentes de ce qu'on avait auparavant, mais en même temps très proches. On retrouve ce principe d'incarnation des personnages en fait, du gros plan et qui nous ramène à l'intimité des personnages et qui permet pour certains et certaines de se projeter dans ces couvertures-là et en tout cas d'accrocher, ne serait-ce qu'avec le regard des personnages que l'on peut voir sur la couverture. Donc une fête d'anniversaire, c'est encore mieux s'il y a des invités. Et parmi ces invités, on peut citer 2 nouvelles plumes qui ont rejoint la collection en 2022 et en 2023. Il y en aura d'autres. Mais parmi elles, j'ai envie de parler de Lucille de Pélouan qui publie Une année pour toujours, qui est sortie en septembre. Lucille de Pélouan, c'est une autrice féministe engagée qui a publié notamment des documentaires comme Pourquoi les filles ont mal au ventre, qui a été publié d'abord au Canada et ensuite en France chez Hachette. Et qui s'intéresse beaucoup aux questions à la fois adolescentes et féministes. Et elle a réussi à lier ces 2 questions-là dans ce texte Une année pour toujours, qui est un texte en vers libre, qui raconte l'année des 15 ans de Malou, qui est une année charnière, une année de changement, la dernière du collège, mais c'est aussi la première pour Malou de son engagement féministe. C'est une année où elle va tomber amoureuse d'un garçon, puis d'une fille. Bref, une année qui compte et Lucille a réussi à faire qu'on se retrouve vraiment dans ce personnage de Malou. Quand j'ai lu Une année pour toujours la première fois, j'ai retrouvé des vrais morceaux de moi à l'intérieur et pourtant mes 15 ans sont déjà il y a 20 ans, donc voilà, ça a parlé à la moi de 15 ans et également à l'adulte que je suis aujourd'hui. Et nous aurons également le plaisir d'accueillir en février 2023 Colline Pierret, qui est elle aussi une autrice qui s'intéresse beaucoup aux questions féministes, autrice pour la jeunesse et également pour les adultes, qui publiera le roman En couple, qui s'intéresse aux questions des injonctions sociétales qui sont posées sur les couples
notamment les couples adolescents et les couples d'adolescents. Donc voilà, c'est une collection qui continue de parler aux adolescents et aux adolescentes, tout comme l'indique sa baseline, Ego, des mots qui me parlent, donc où on retrouve cette question de l'intimité du soi et de la parole et des textes que l'on a envie de transmettre aux adolescents et adolescentes. Voilà pour cet anniversaire de Ego. Merci Justine. Donc, nous avons 3 autrices en dédicace sur le salon cette année. Il y aura Marilène Fouquet pour Corps de Fille qui sera en dédicace samedi de 14h à 15h. Joe Vitek pour Mauvaise Connexion et Trop tôt le samedi de 15h30 à 16h30. Et évidemment Lucille de Pélouan pour Une année pour toujours en dédicace samedi aussi de 15h30 à 16h30 et lundi de 11h à midi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Élise, je crois que tu as un petit mot de fin. Oui, un rapide petit mot. J'espère surtout qu'on a su vous montrer les unes les autres qu'éditer avec inclusivité, puisque c'était ça le sujet, et sans stéréotype. C'était pas une censure moraliste en aucun cas, mais bien un vivier de questionnements ouverts et réjouissants qui enrichissent la création. C'est en tout cas notre plaisir d'éditrice de mêler ainsi littérature et société, et que ça enrichisse la création et les questions aussi sur l'art. Et c'est aussi souvent ce que nous rapportent les artistes avec qui on travaille, et c'est bien eux qui sont au cœur de nos réflexions et qu'on remercie encore aujourd'hui. Peut-être qu'on peut prendre du coup 2 minutes pour répondre aux questions. J'ai vu qu'il y avait des questions. Il y avait beaucoup de merci. Et j'ai résolu quelques questions assez rapidement. Il y avait, juste si tu peux répéter un peu pour Stéphanie des livres qui s'aiment, les 3 points de Badaboum, questionner, banaliser et le fameux pied de nez que Stéphanie avait loupé. Rapidement, peut-être. Voilà, c'est ça. Donc, les pieds de nez, qui sont les contre-stéréotypes qui éveillent l'esprit critique. Questionner, c'est vraiment les livres qui posent des questions, mais à nouveau sans donner de réponse toute faite. Et banaliser, quand le contre-stéréotype n'est plus le sujet du livre, mais qu'on a travaillé subtilement dans l'illustration et dans le texte à varier les représentations, les couleurs de peau, les silhouettes, sortir les femmes des situations, les mères notamment de la cuisine, hein, ou même de l'intérieur du foyer. Voilà, donc ça, c'est vraiment un travail qui se fait dans le détail et dans la subtilité. Donc, pied de nez, questionner et banaliser. Merci merci Élise, pardon. Je regarde les questions en même temps. J'ai une question. Pourquoi le slogan de la collection Ego est-il des mots qui me parlent ? Eh bien, pourquoi le slogan est des mots qui me parlent ? Parce que l'idée de cette collection, enfin le principe de cette collection, c'est de proposer justement aux adolescents et aux adolescentes des textes qui soient proches d'eux, qui leur parlent d'eux et qui leur permettent aussi de s'exprimer ensuite parfois sur des sujets difficiles comme on l'a vu, mais aussi d'exprimer globalement ce qu'ils peuvent ressentir à ce moment-là. On sait que l'adolescence, c'est un moment assez difficile, où on va vivre des choses parfois positives et parfois qui le seront moins. Et l'idée de pouvoir se retrouver dans les livres avec les mots des auteurs et des autrices qui vont nous permettre de mettre justement des paroles sur ce qu'on vit, de pouvoir verbaliser un peu ce qui nous arrive, c'est vraiment le principe de la collection, de ce côté intime et universel. En fait, les mots de l'intimité traités dans les textes vont parler, on l'espère, à de nombreux adolescents et adolescentes. Est-ce que j'ai encore un tout petit peu de temps ? Je ne suis pas sûre. 2 minutes. À quoi sert le soutien d'Amnesty International au recueil de contes hongrois ? C'est en effet quelque chose qui est noté sur la couverture. Élise, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce soutien ? Oui. Avec plaisir. Alors, Amnesty International, c'est plus qu'un soutien. Maintenant, c'est un partenariat. Hein. Ça fait presque 15 ans, 12 ou 13 ans qu'Amnesty International soutient beaucoup de nos livres parce qu'il y a forcément des préoccupations en commun et des combats en commun avec les nôtres. Donc, Amnesty International, forcément, a été aussi convaincu que nous, je dirais, par le recueil Brunefeuille, a été tout à fait interpellé par l'histoire du livre. Donc, a pris le
le parti de le soutenir. Alors, d'une part, par une caution qui est imprimée sur le livre, une phrase également qu'on retrouve à l'intérieur du livre qui explique le lien avec leur combat. Et puis, le livre est également à vendre sur leur site au profit d'Amnesty International. Merci Élise. Eh bien, merci à toutes et tous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Merci à Justine et Élise pour leur très belle intervention. Merci pour toutes ces belles questions et pour tous ces merci et compliments. C'était super. Et vous pouvez nous retrouver donc stand E23 à l'étage. Et en espérant vous voir, n'hésitez pas à passer nous voir et à venir dire bonjour et à venir regarder nos très 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 beaux livres. Merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé. Merci. Merci.